Une fille était assise en silence dans la rue, avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « J'écris du code pour manger ». Personne ne s'est arrêté, sauf un homme. À ce moment-là, il n'a pas seulement changé une vie, mais tout un système. Un père qui n'avait jamais parlé de son passé s'est arrêté. Et à ce moment-là, il n'a pas seulement changé sa vie, il a bouleversé tout le système et a laissé sans voix un PDG qui pensait tout savoir. Cette histoire vraie, extraordinaire de rédemption, de génie caché et d'amour qui réécrit discrètement tout le scénario. Avant de vous plonger dans d'autres histoires touchantes, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous emmener à Duvernay. Cette histoire vraie, extraordinaire de rédemption, de génie caché et d'amour qui réécrit tranquillement tout. Avant de te plonger dans d'autres histoires émouvantes, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant, laisse-moi t'emmener à Duvernay. La ville de Duvernay n'avait rien de spécial. Une tache effacée sur la carte de l'Oregon. Elle était à moitié oubliée, entre des collines boisées et des kilomètres de champs couleur cuivre. Une voie ferrée traversait autrefois son centre, mais aujourd'hui, seul le vent y soufflait parfois, avec le hurlement de quelque chose de perdu. À la lisière de la ville, juste après le panneau clignotant du creux, un bar transformé en start-up technologique, expérimental. Luc et lui poussaient un vieux seau à serpillière sur le parquet rayé. Il se déplaçait sans bruit, sans se presser. Il avait toujours fait ainsi. À 38 ans, Laurent ressemblait à quelqu'un qui avait essayé de fuir la vie et qui avait échoué quelque part en cours de route. Ses cheveux blonds sable avaient poussé ces dernières années et étaient maintenant attachés négligemment. Les rides sur son visage n'étaient pas seulement dues à l'âge, mais aussi au fait d'avoir gardé pour lui des choses dont personne ne lui avait jamais posé de questions. Peu de gens à Duvernay savaient que Laurent avait autrefois écrit des codes pour le ministère de la Défense, qu'il était monté sur scène lors de conférences sur la sécurité et que son nom était murmuré avec respect dans des salles remplies d'esprits brillants. Encore moins de gens savaient pourquoi il avait tout quitté. Chaque soir, après avoir couché son fils asthmatique, Laurent se glissait dans le creux de la maison pour nettoyer après le passage des techniciens et des costards cravates. L'endroit était bizarre pour Duvernay, un mélange de poutres rustiques et d'ambition fibre optique. C'était l'idée d'une société qui cherchait à redynamiser des villes oubliées grâce à l'innovation. La plupart des habitants ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, avec des analyses de points de vente basées sur le cloud. Laurent s'en fichait. Il balayait, nettoyait les claviers collants de bière IPA renversés. Ça lui suffisait. Ce soir-là, alors qu'il poussait la porte arrière pour sortir les poubelles, le vent glacial lui transperçait sa chemise en flanelle. Il faillit ne pas remarquer la silhouette accroupie près de la poubelle, petite, mince, immobile. Puis elle se retourna. Une fillette, peut-être 10 ans. Des taches de rousseur sous la saleté, des boucles brunes emmêlées. Son sweat à capuche était de taille trop grand et trempé jusqu'aux manches. Elle le regarda avec des yeux trop vieux pour son âge. Ni effrayée, ni honteuse, juste fatiguée. Laurent s'arrêta, laissant le silence planer comme un souffle dans le froid. « Je ne voulais pas te faire peur, » dit-il doucement. « Je ne vole pas, je regarde juste, » répondit-elle d'une voix ferme, mais rauque. Elle brandit un morceau de carton plié comme badge. On pouvait y lire, écrit au marqueur, « On répare les ordinateurs contre de la nourriture. » Laurent cligna des yeux, oubliant soudain le froid. Il baissa les yeux vers le sandwich qu'il avait emballé dans du papier ciré plus tôt et qu'il n'avait pas touché. Sans un mot, il le lui tendit. La fille hésita, puis le prit à 2 mains et s'assit en tailleur sur le béton. Elle ne mangeait pas vite, mais délibérément,
comme quelqu'un qui a appris que mâcher trop vite rend le prochain repas encore plus lointain. « Comment tu t'appelles » demanda Laurent, en s'accroupissant à sa hauteur. Elle s'essuya la bouche avec sa manche. « Élise, Élise Quentin. Pas de nom de famille. » Elle haussa les épaules. « Parfois, j'en utilise d'autres. Ça dépend de qui me le demande. » Laurent lui adressa un léger sourire. « Je m'appelle Laurent. C'est toi le proprio ici ?» Il rit. « Nettoie-le, c'est tout. Mais tu connaissais le modèle de ce serveur quand tu es passé tout à l'heure, » dit-elle en désignant la fenêtre ouverte du bureau. Laurent haussa un sourcil. « Intel Xeon E222 pour 32, Go de RAM double hot swap. » Je t'ai vu le regarder, puis froncer les sourcils. Laurent cligna des yeux. « Tu as remarqué ça ?» Élise sourit. « J'ai remarqué la configuration. Aussi, je l'ai observé. Ils acheminent le trafic non sécurisé via un commutateur obsolète. Tu devrais peut-être le signaler à quelqu'un avant qu'il y ait un problème. » Laurent expira lentement. Ce n'était pas une petite conversation anodine. Cette fille était différente. « Où tu loges, Élise ? Derrière la station-service, il y a un camping-car que personne n'utilise. Il fuit, mais c'est sec sous la table. » Elle le dit comme si elle récitait la météo. Neutre, distante. Laurent la regarda longuement. L'instinct protecteur qui sommeillait en lui depuis la mort de sa femme se réveilla. « Toi, la froide Élise, tu as haussé les épaules d'un air désinvolte, seulement en apparence. » Laurent a retiré sa veste et la lui a tendue. Elle a essayé de résister, mais il a simplement hoché la tête et elle a cédé. Les manches pendaient sous ses mains. « Je ne suis pas une assistée, » a-t-elle marmonné. « Je sais, » a-t-il répondu. « Tu es une technicienne avec un sandwich. » Cela la fit renifler doucement, un son comme quelque chose qui se brise et se répare en même temps. À l'intérieur, Laurent lui versa une tasse de cacao provenant de la machine à boisson du personnel, alors que la vapeur s'élevait. Élise regarda la rangée de serveurs qui ronronnaient le long du mur. « Je pourrais régler ce problème d'équilibrage de charge, tu sais, » dit-elle. « En fait, je pourrais même le faire. Je te crois, » répondit Laurent, avant d'ajouter « peut-être demain ». Éveil qui leva les yeux vers lui d'un air vif. « Tu me laisses rester ?» Il acquiesça d'un signe de tête, juste pour la nuit, et juste à l'intérieur, où il fait chaud. Pendant une seconde, quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de la confiance, pas encore, mais moins de résistance. Cette nuit-là, bien après qu'Élise se soit endormie, blotti dans une banquette sous la veste de Laurent, il est resté assis dehors, avec une tasse de café froid. Il fixait l'obscurité, la lueur des néons se reflétant sur son visage fatigué. Autrefois, Laurent Hervier était considéré comme un génie. Il avait autrefois monté sur scène, mais ce soir-là, en veillant sur une enfant qui parlait le langage des machines avec autant de facilité que celui de sa mère, il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas compris depuis des années. Certains codes ne peuvent pas être écrits, seulement ressentis. Et peut-être, juste peut-être, n'avait-il pas fini d'écrire après tout. Le matin et la poussière arrivèrent lentement, comme s'ils hésitaient eux aussi à recommencer. Le ciel s'était à peine réchauffé et était devenu gris lorsque Laurent ouvrit la porte latérale de la cabane et entra. Il portait 2 sandwichs pour le petit déjeuner, emballés dans du papier aluminium et encore chaud, ainsi qu'une paire de mitaines qu'il avait trouvées dans un conteneur à dons devant la pharmacie. Ce n'était pas grand-chose, mais mieux que rien. Élise était exactement là où il l'avait laissée, recroquevillée dans le coin de la banquette sous sa veste, un bras serré contre elle comme une promesse. Ses jambes maigres étaient repliées, et la capuche de son sweat, trop grand, était tombée en arrière, révélant un visage qu'aucun enfant ne devrait avoir, un visage trop immobile, trop alerte, même dans son sommeil. Laurent posa la nourriture doucement, en faisant attention de ne pas la réveiller.
mais elle remua quand même, les yeux grands ouverts, comme quelqu'un qui a l'habitude de se protéger, avant d'être complètement réveillé. « C'est juste moi », dit-il doucement. Élise cligna plusieurs fois, des yeux, puis s'assit, se frottant, un œil. Sa voix s'était rauque à cause du sommeil. « Tu apportes toujours le petit déjeuner, seulement pour les prodiges en visite, » répondit Laurent. Cela lui arracha un léger sourire, le même sourire timide que la nuit dernière. Elle renifla l'air. Œufs et fromage, double bacon. J'ai pensé qu'un génie avait besoin de protéines. Élise n'attendit pas qu'il insiste. Elle déballait le sandwich comme si c'était un cadeau, puis le dévorait avec une précision silencieuse. Laurent la regardait, un souvenir lui serrant la poitrine. Son fils Nathan faisait la même chose après l'école, quand ils étaient encore une famille de 3. Elle finit de manger en silence, puis s'essuya les doigts sur son jean. « Merci, de rien. » Une pause. Élise fixait les racks de serveurs qui brillaient de l'autre côté de la pièce. Le faible bourdonnement semblait l'attirer. « Pourquoi tu m'as aidé ?» demanda-t-elle. Laurent se cala contre le bord de la banquette. « Parce que quelqu'un m'a aidé un jour, et parce que je pense qu'on parle la même langue. » Élise le regarda. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Tu écrivais des codes. »« Vraiment ?» demanda-t-elle. « Tu écrivais du code. » Laurent acquiesça. « Pour qui ?» Il hésita. « Pour le gouvernement principalement. Quelques agences, avec de longs acronymes. Des sociétés de sécurité. Des contrats dont je ne peux pas parler. » Les yeux d'Ève s'illuminèrent de curiosité. Le cryptage, entre autres. Elle pencha la tête. « Pourquoi as-tu arrêté ?» Laurent fixa le mur du fond. Sa voix était plus basse. « Maintenant, ma femme est tombée malade. J'ai démissionné pour m'occuper d'elle. Après sa mort, je ne voyais plus l'intérêt de reprendre. » Il n'y avait aucune pitié sur le visage d'Ève, juste de la compréhension. Elle semblait porter son lot de fantômes. « J'ai fui moi aussi, une fois, » dit-elle. Laurent ne lui demanda pas pourquoi. Il se dit que si elle voulait le lui dire, elle le ferait. Plus tard dans la matinée, lorsque le personnel commença à arriver principalement des techniciens endormis et des baristas hipsters, Élise disparut dans la réserve sur un signe de Laurent. Il savait qu'elle ne voulait pas être vue, pas encore. En passant près du bar, Laurent entendit l'équipe diriger un homme nerveux nommé Baptiste, qui jurait sur sa tablette. Les systèmes de caisse continuent de bugger. Bon sang, je pensais que la mise à jour de la nuit dernière avait tout réglé. Laurent s'arrêta. Ça te donne encore des erreurs à vérifier. Baptiste cligna des yeux. Comment tu savais ça ? Demanda Laurent, en souriant légèrement. Appelle ça un vieux réflexe. Cet après-midi-là, Élise demanda un tournevis et l'accès au routeur back-end. Laurent lui a donné les deux sans poser de questions. 30 minutes plus tard, elle est sortie de la salle des serveurs et lui a tendu un post-it avec une liste de vulnérabilités. Laurent a parcouru la liste en haussant les sourcils. « Tu as remarqué tout ça juste en jetant un œil. » Elle a haussé les épaules. « Ça me parle. » Ce soir-là, Laurent a apporté à Élise un ordinateur portable usé qu'il avait déniché dans un débarras. Elle l'a ouvert, a fouillé à l'intérieur, puis a souri. « C'est de la ferraille, » dit-elle. « Mais c'est ta ferraille, » répondit-il. « Répare-le, améliore-le. » Elle le regarda comme s'il lui avait donné quelque chose de plus précieux que de l'or. C'était peut-être le cas. 3 nuits passèrent. Chaque soir, Élise revenait comme une horloge, toujours silencieuse, toujours curieuse. Elle travaillait sur l'ordinateur portable, se connectait au réseau et explorait la sécurité des données, comme une enfant qui se promène dans une forêt familière. Laurent ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Son intuition était déconcertante. Elle ne se contentait pas de comprendre les systèmes, elle les ressentait. Cela lui rappelait lui-même, il y a des années,
avant le burn-out, avant le chagrin d'amour. Mais elle n'était qu'une enfant, recroquevillée sur le sol, marmonnant parfois sous la table, les pieds qui se balançaient, tandis qu'elle piratait des pare-feux factices comme s'il s'agissait de puzzles. Puis, un soir, juste après la fermeture, le téléphone de Laurent vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. Un seul mot. Audit. Il se figea. Claire Valence arrivait. La PDG, la reine de glace. Laurent ne l'avait pas vue depuis 2 ans. Pas depuis qu'elle avait repris le projet Holo. Brillante, inaccessible et réputée pour être sans cœur. Elle avait la réputation de démanteler des équipes et de fermer des succursales sans prévenir. Et maintenant, elle venait faire le ménage. Élise jeta un coup d'œil derrière le comptoir. « Qui est Claire Laurent ?» soupira-t-il en se frottant les tempes. « C'est grâce à elle que cet endroit existe et qu'il pourrait ne plus exister demain. » Élise réfléchit à ça, puis sourit, cette fois avec malice. Alors on devrait peut-être lui donner une raison de rester. Laurent haussa un sourcil, comme les yeux d'Yves brillaient lorsqu'elle résolvait un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre. Laurent la regarda vraiment, et quelque chose en lui, quelque chose d'ancien, d'aigu et d'endormi, commença à s'agiter. Peut-être était-il sur le point de faire plus que réparer un code défectueux. Peut-être, juste peut-être, était-il sur le point de tout réécrire. Claire Valence descendit du petit avion charter, avec la précision de quelqu'un qui a l'habitude d'arriver à l'improviste et de rendre les gens nerveux. La piste d'atterrissage privée de Duvernay n'était guère plus qu'une étendue de tarmac fissurée bordée de pins penchés. L'air sentait l'herbe sèche et l'huile de moteur. Elle n'aimait ni l'un ni l'autre. Le chauffeur qui attendait avec une panneau écrit à la main leva les yeux trop lentement. Claire lui prit les clés avant qu'il ait pu bredouiller un salut et se glissa elle-même sur le siège conducteur. Elle n'aimait pas les chauffeurs, ni attendre, ni les gens qui pensaient qu'elle avait besoin d'aide. Elle n'avait pas toujours été comme ça, mais après 20 ans passés dans des salles de réunion où le silence était puni et l'incertitude dévorée, elle avait appris que la douceur coûtait trop cher. Pourtant, alors que la berline de location entrait dans la ville qu'elle avait approuvée 2 ans auparavant, dans le cadre de son initiative technologique pour les petits espaces, quelque chose en elle se tordit. Dustwell ressemblait à un endroit abandonné par le temps et l'espoir, ce qui, selon elle, en faisait un endroit parfait pour elle, qui se sentait vide à l'intérieur. Laurent se tenait devant l'évier, les coudes plongés dans l'eau savonneuse. Lorsque la porte s'ouvrit, il ne leva pas les yeux. « On est fermé jusqu'à 16 heures. Je ne suis pas là pour l'IPA », dit une voix féminine froide. Laurent se figea. Le son de cette voix réveilla des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps. Des souvenirs de réunions, d'emails signés d'un C et d'appels tardifs, occasionnels, qui se terminaient non pas par des au revoir, mais par un silence. Il se retourna lentement. Claire Valence se tenait dans l'embrasure de la porte, son blazer sombre contrastant avec les tons chauds de l'intérieur rustique du bar. Ses cheveux blonds étaient ramassés en une queue de cheval basse, et son expression était indéchiffrable. Mais ses yeux étaient fatigués. Pas comme ceux de quelqu'un qui manque de sommeil, mais comme ceux de quelqu'un qui s'est habitué à la déception. « Claire, » dit-il, la voix légèrement en retard sur ses pensées. Laurent, ils ne s'étaient pas vus depuis près de 3 ans. La dernière fois, c'était de part et d'autre d'une table de conférence en verre à Washington, où elle présentait un nouveau projet technologique et où il quittait un monde qu'il avait autrefois dominé. Maintenant, elle était là, dans l'endroit le plus inattendu qui soit. « Je ne m'attendais pas à te trouver encore au travail, dit-elle, après un moment.
Je ne pensais pas que tu serais encore dans le code. Je ne m'attendais pas à te trouver encore dans le code, dit-elle après une pause. Je ne suis pas dans le code, répondit Laurent. Je fais juste un peu de ménage. Les lèvres de Claire s'incurvèrent légèrement, sans pour autant former un sourire. Tu as toujours été meilleur avec les portes dérobées qu'avec les portes d'entrée. Je le suis toujours, dit-il. Seulement, maintenant, je nettoie les dégâts au lieu des systèmes. Quelque chose passa sur son visage. Pas de la pitié, quelque chose de plus compliqué, du regret, peut-être, ou un souvenir. Élise, qui écoutait discrètement depuis le couloir, choisit ce moment pour entrer avec son ordinateur portable réparé sous le bras. Elle s'arrêta net à la vue de Clarible, puis ajusta sa capuche comme un soldat, se préparant au combat. Claire se retourna, les yeux baissés vers les chevilles nuquées de la jeune fille, son jean rapiécé, l'inclinaison fatiguée de son menton. « Qui est-ce » demanda Laurent, avant qu'Élise n'ait le temps de répondre. « Elle m'aide. » Claire plissa les yeux. « Elle t'aide » répondit Élise d'un ton neutre. « Elle répare tes serveurs. Tu as 6 portes exposées, un pare-feu mal configuré et une faille de sécurité sur ta passerelle API qui invite pratiquement quelqu'un à voler tes identifiants. » Claire cligna des yeux. Laurent l'observa attentivement. Si elle renvoyait Élise maintenant, il saurait qu'elle n'avait pas changé. Mais si elle l'écoutait, Clarabelle regarda à nouveau la fille. « Montre-moi. » Ils se rassemblèrent dans le bureau du fond, où le bourdonnement des machines remplissait la pièce comme une respiration mécanique. Éveil était assise devant le terminal, tapant avec une certitude rapide. Clarabelle se tenait derrière elle, d'abord sceptique, puis visiblement intriguée, alors qu'Élise affichait les points vulnérables et leur faisait une démonstration en direct. Clarabelle baissa lentement les bras qu'elle avait croisés. Quand la fille eut terminé, Clarabelle se tourna vers Laurent. C'est elle qui a fait tout ça. Laurent acquiesça en moins d'1 heure. Clarabelle resta silencieuse, puis dit doucement « Elle me rappelle quelqu'un. » Laurent pencha la tête. « Quelqu'un que tu étais autrefois. » Clarabelle lui lança un regard perçant. Pendant un instant, le masque de PDG se fissura. « Ma sœur, » dit-elle finalement. « Lila, elle était douée, mais fragile. » Laurent ne dit rien. Il savait pour Lila, la fille qui avait disparu un hiver dans leur chalet familial et qui n'avait jamais été retrouvée. C'était l'un des sujets dont Claire n'avait jamais parlé jusqu'à présent. Ce soir-là, Claire ne retourna pas à son hôtel. Elle resta après l'arrivée de l'équipe technique, donnant des instructions et observant Élise travailler dans un silence stupéfait. Laurent remarqua que ses yeux s'adoucirent quand Élise expliqua quelque chose, que sa mâchoire se desserra quand Laurent lui apporta un café sans qu'elle le demande. Plus tard, Claire rejoignit Laurent derrière le bâtiment, près de la benne à ordures, où il avait rencontré Élise pour la première fois. L'air était vif, les étoiles brillaient faiblement au-dessus des toits vieillissants de Dostwell. « Tu as eu une bonne journée, » dit-il. « Tu as toujours été doué pour repérer ce que les autres ne voyaient pas, » dit-elle. « Toi aussi, » répondit Laurent. « Mais tu as commencé à tout mesurer, au centimètre près, au lieu de mesurer les gens. » Claire se tourna vers lui. « Les gens m'ont déçu. » Laurent soutint son regard. « Pas tous. » Un long silence s'installa entre eux, chargé de non-dits. De retour à l'intérieur, Élise était recroquevillée dans le coin du canapé, son sweat à capuche relevé, son ordinateur portable ouvert, fredonnant doucement à côté d'elle. Elle ressemblait à la fois à une enfant et à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Claire la regarda dormir pendant un moment, puis murmura « Elle n'a pas sa place là-bas. » Laurent répondit doucement « Elle ne l'a jamais eue. » Et à ce moment-là, quelque chose changea, pas seulement entre Clarabelle et Laurent, mais aussi à l'intérieur de Claire. Quelque chose qu'elle avait enfermé depuis longtemps s'ouvrit un peu,
Ça ne faisait pas mal. C'était juste comme si l'air revenait dans une pièce longtemps fermée. Le crash ne fut pas accompagné d'un bang. Il survint silencieusement, comme la plupart des choses qui détruisent tout. Cela commença par un clignotement, un battement des lumières du plafond, un léger retard sur un écran de paiement, puis la musique, toujours en streaming, toujours sélectionnée avec soin, s'arrêta en plein milieu. Élise leva les yeux. D'abord, ses yeux se plissèrent. Elle tapota son ordinateur portable. Rien, pas de réseau, pas de connexion, pas de ping. Laurent empilait des verres derrière le bar. Il a remarqué son expression et s'est figé. Claire, assise à une table en train de relire des rapports, a levé la tête au moment où son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran. Son visage s'est durci. Urgent. Tous les terminaux holo hors ligne. Accès refusé. Identifiant. Client. Effacé. Un deuxième message a suivi. Plusieurs tentatives d'intrusion. Origine. Inconnue. Perte estimée. 92% des données opérationnelles. Élise se leva lentement. Ça commençait. La voix de Laurent était calme, mais sèche. Et si elle ne quittait pas l'écran des yeux, quelqu'un était à l'intérieur. Et cette fois, il ne faisait pas que fouiner. Claire était déjà en mouvement. Il fallait tout éteindre. Désactive les routeurs. Isole les serveurs. Élise secoua la tête. Trop tard. Ils sont déjà dans le centre de contrôle. Si tu coupes la connexion maintenant, ils crypteront tout avant que tu aies fini de débrancher les prises. Laurent traversa la pièce pour se rendre dans le bureau du fond. Alors, on les a arrêtés de l'intérieur. La salle des serveurs était une fournaise où clignotaient des lumières et où la tension montait. Les câbles serpentaient sur le sol comme des veines. Le bourdonnement s'était transformé en une vibration à peine perceptible, mais dérangeante. Clarabelle aboya dans son casque. « Passe-moi le responsable de la sécurité de Dallas. Dis-leur de rediriger les journaux critiques vers mon nœud privé. » Tout de suite, Élise Bédédé était assise à la console de commande, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Ses lèvres étaient pincées et ses yeux scannaient le code brut comme s'il lisait une langue familière dans un alphabet différent. Laurent se tenait derrière elle, les bras croisés et les yeux plissés. « Ils ne sont pas seulement dans les systèmes de paiement, » murmura Élise. « Ils touchent aux données des utilisateurs, aux communications, au RH. Quelqu'un est en train de cartographier l'ensemble de votre infrastructure. » Le visage de Claire pâlit. En interne, Élise secoua la tête. « Non, mais quelqu'un était en interne. Il connaissait ton système avant que tu ne le renforces. » Laurent s'avança. « Tu peux remonter la piste ? Peut-être, mais j'aurais besoin d'accéder au nœud sandbox derrière le pare-feu. » Elle se retourna, celui dont personne n'était censé connaître l'existence. Claire cligna des yeux. « Comment tu sais ?» Élise. Elle ne répondit pas. Elle était déjà en train de taper. Après 15 minutes de silence électrique, dans la salle des serveurs, dehors, le bar était fermé. Les baristas avaient reçu l'ordre de rentrer chez eux. Ils n'étaient plus que 3. Les doigts d'Ève dansaient sur le clavier comme un musicien à la recherche de l'âme d'un instrument cassé. Laurent se tenait à côté d'elle, les yeux rivés sur les lignes qui défilaient. « Je le vois », murmura-t-il soudainement. « Là, ligne 2783. » Il créait une boucle récursive pour usurper les autorisations d'administrateur. Élise se pencha plus près. « Bon œil, donne-moi 30 secondes. » Claire se tenait derrière eux. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme une PDG. Elle se sentait comme quelqu'un qui attendait un miracle. Puis, les écrans devinrent noirs, tous, même ceux d'Élise. Claire eut le souffle coupé. Que s'était-il passé? Les doigts de Laurent allaient plus vite que ses pensées.
Une tentative d'effacement complet. Il savait qu'on les avait vus. La voix d'Ivy était calme. « Je peux l'arrêter, mais vous devez me faire confiance tous les deux. » Laurent n'hésita pas. « De quoi as-tu besoin ?» Elle leva les yeux, le regard soudainement vulnérable. « Votre clé de connexion, celle de votre habilitation au ministère de la Défense. Je sais que vous l'avez toujours. » Clarabelle s'écria. « Vous avez donné à un enfant un accès de niveau militaire. » « Ce n'est pas vrai, » dit Élise, « mais je l'ai vu utiliser la console de commande. J'ai vu la chaîne de caractères. Je l'ai mémorisée. » La voix de Laurent était basse. « Je l'ai gardée pour protéger une chose, mon fils. Tu ferais mieux de savoir ce que tu fais, Élise. » Elle acquiesça d'un signe de tête, puis tapa la clé. Pendant 3 secondes, rien ne se passa. Puis, tout s'illumina. L'écran d'Élise réapparut avec un panneau de contrôle. L'identifiant de Laurent clignotait dans le coin. La restauration du système était lancée. Claire resta bouche bée, alors que ligne après ligne, le code crypté était forcé à s'inverser. Les pare-feux ont été rétablis, les ports ont été fermés, les journaux ont été redirigés et sécurisés. En moins de 5 minutes, le système creux s'était réassemblé comme un cœur brisé qui se recoude. Élise s'est adossée à sa chaise, épuisée. Ils sont partis, et j'ai verrouillé la porte derrière eux. Laurent a expiré lentement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» « J'ai appris au système à reconnaître les intentions, » a-t-elle répondu. « Il ne se contente plus de voir les comportements. Il comprend les écarts par rapport au modèle, l'agressivité des arbres de décision et les anomalies dans le rythme. » Clarabelle la fixait du regard. « Tu as réécrit notre protocole comportemental sur un ordinateur portable emprunté. » Élise baissa les yeux vers ses pieds. « J'ai juste écouté. Les systèmes parlent quand personne ne les interrompt. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Puis Laurent prit la parole d'une voix calme et respectueuse. « Tu l'as sauvé. Tu as sauvé tout ça. » Claire ne dit rien au début. Puis elle s'avança, s'agenouilla à côté de la chaise d'Ève et posa une main sur les filles. « Tu n'as pas seulement sauvé le système, » dit-elle. « Tu m'as sauvé. » La voix d'Ève se brisa légèrement. « Je ne savais pas que tu avais besoin d'être sauvé. » Claire esquissa un léger sourire. « Moi non plus. » Cette nuit-là, une fois les journaux sécurisés et les portes fermées, Laurent trouva Claire, assise seule dans la cabine, où Élise s'était endormie pour la première fois. « Elle n'est pas ordinaire, » dit Claire doucement. « Non, » acquiesça Laurent, « mais toi non plus. » Claire leva les yeux, et quelque chose avait changé dans son visage, comme si les traits durs s'étaient adoucis juste assez pour laisser passer de la chaleur. « Tu as toujours vu des choses que je ne voyais pas, » dit-elle. Laurent répondit. « Peut-être que j'ai simplement regardé plus longtemps. » Dehors, Élise regardait les étoiles, sa capuche bien serrée autour de sa tête, les mains enfoncées dans les poches de la veste de Laurent. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui réservait, mais cette nuit-là, elle avait empêché quelque chose de terrible, et on l'avait vu faire, vraiment vu. Pour la première fois, peut-être même de toute sa vie, et dans le murmure de la ville, en contrebas, elle sourit. Le lendemain matin, la ville de Duvernay se réveilla comme d'habitude, lentement et sans vraiment vue. Pour la première fois, peut-être de sa vie, et dans le murmure tranquille de la ville, en contrebas, elle sourit. Le lendemain matin, la ville de Duvernay se réveilla, comme d'habitude, lentement, sans cérémonie. Mais à l'intérieur du creux, tout avait changé. Le système était de nouveau en ligne, plus propre et plus sécurisé que jamais. La cyberattaque qui avait presque détruit l'infrastructure du bar n'existait plus que dans les journaux et les fichiers de sauvegarde. Le personnel technique, ceux qui n'avaient pas fui dans la panique la nuit précédente, s'affairait avec un mélange de crainte et de confusion, chuchotant à propos du gamin et du type de l'équipe de nuit
qui avait prédit la faille y avant qu'elle ne se produise. Laurent a toujours été peu loquace. Il était de nouveau à l'évier, les manches retroussées, en train de laver les tasses de la veille, comme si le monde n'avait pas légèrement basculé, mais son regard était différent, plus vif, plus clair, comme si le brouillard s'était levé. Élise était assise à côté, son ordinateur portable emprunté ouvert, tapant silencieusement, avec ses doigts secouverts de confiture. Elle mangeait un toast d'une main et le tartinait de l'autre. Elle ne demandait plus la permission. Elle n'en avait pas besoin. Clarabelle se tenait au centre de tout cela, comme une tempête qui était passée, mais qui ne s'était pas encore tout à fait dissipée. Son autorité habituelle était toujours là, les épaules droites, les cheveux tirés en arrière, son bloc-notes bien en équilibre, mais quelque chose de subtil avait changé. Elle souriait maintenant quand elle regardait Élise, et elle ne broncha pas quand Laurent surprit son regard. Cet après-midi-là, alors que la lumière du soleil inondait les fenêtres à l'avant et que la machine à café sifflait dans un coin, Clarabelle convoqua une réunion privée du personnel. Seules 3 personnes étaient présentes, elle-même, Laurent et Élise. Elle s'éclaircit la gorge et jeta un œil à ses notes, même si elle n'en avait pas besoin. « J'ai examiné les registres de sécurité ce matin », commença-t-elle, « et je pense que je n'ai pas besoin de vous dire à qui que ce soit ce que nous avons évité hier soir. » Laurent se cala dans sa chaise. Une procédure judiciaire. Clarabelle, effondrée, esquissa un sourire crispé. Les deux. Elle se tourna vers Élise. « Ce que tu as fait dans cette salle des serveurs était plus que remarquable. Tu as surpassé une équipe d'ingénieurs chevronnés à l'aide d'un ordinateur avec un écran fissuré et un code emprunté. » Élise baissa les yeux. « Je n'ai pas fait ça toute seule. » Claire cligna des yeux. « Comment ça ?» La jeune fille pencha la tête vers Laurent. « Il a repéré la faille avant moi. Il m'a laissé de l'espace pour travailler. Il s'est interposé entre moi et la panique générale. C'est grâce à lui que ça a été possible. » Laurent se tortilla, mal à l'aise. « Elle me donne trop de crédit. » Claire ne le quittait pas des yeux. « Non, ce n'est pas vrai. » Le silence s'installa pendant un instant. Puis, Claire reprit la parole, d'une voix plus douce cette fois. « J'ai toujours construit des systèmes, des réseaux, des entreprises. Mais j'ai oublié que les structures les plus puissantes ne sont pas numériques, elles sont humaines. La façon dont vous travaillez ensemble est quelque chose de rare. Éveil ne dit rien. » Elle observait Claire, comme un animal errant observe une porte ouverte, prête à s'enfuir, mais curieux. Claire se tourna à nouveau vers elle. « J'ai quelque chose à t'offrir. Pas de la charité, pas de la pitié. Un choix. » Elle posa un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une demande de bourse, une place dans l'un des programmes de mentorat les plus prestigieux du pays pour les développeurs mineurs. Les doigts d'Ève flottèrent au-dessus de la couverture. « Pourquoi ?» Claire hésita. « Parce que je vois en toi ce que j'ai vu autrefois chez quelqu'un qui n'a jamais eu sa chance. » Élise leva les yeux, les paupières plissées. Ta sœur Clarabelle acquiesça. Elle était brillante, voire géniale, mais fragile. Le monde ne lui avait pas fait de place, et je ne savais pas comment me battre pour elle avant qu'il ne soit trop tard. Élise passa ses doigts sur le bord du dossier, puis murmura « Je ne suis pas fragile ». Claire sourit doucement, mais avec certitude. « Je le sais. » Après la réunion, Laurent s'attarda. Clarabelle buvait son thé, maintenant assise à la table qu'Élise avait réclamée pour elle. Elle regarda Laurent s'approcher, avec une expression prudente, mais pas froide. « Ne me remercie pas, » dit-il. « Tu lui as donné plus qu'une chance. Tu lui as donné sa dignité. » Claire posa sa tasse. Elle se l'était donnée à elle-même. « J'ai juste arrêté de me mettre en travers du chemin. » Ils restèrent assis en silence un moment.
un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Dehors, le vent se leva, faisant tourbillonner les feuilles dans la rue poussiéreuse. Laurent rompit le silence. « Tu continues de fuir les choses ?» Clarabelle ne répondit pas tout de suite. Puis, « Non, je les enterre maintenant. Ça me semble plus efficace. » Laurent rit doucement et chaleureusement. « Ça te ressemble bien. » Elle le regarda, puis le regarda vraiment. « Tu as toujours été différent des autres, » dit-elle. « Même quand tu avais un badge et une équipe de 10 personnes, derrière toi, tu voyais les choses sous un autre angle. Tu les ressentais avant que le reste d'entre nous ne puisse les définir. » Laurent haussa les épaules. « Ça ne m'a pas beaucoup sauvé. » Clarabelle secoua la tête. « Peut-être pas, mais ça l'avait sauvé. Et peut-être que ça pouvait me sauver aussi. » Laurent la regarda longuement, puis doucement. « Tu veux être sauvé ?» Cette question la prit au dépourvu. Elle ne répondit pas, mais son regard ne se durcit pas non plus. Ils restèrent là où ils étaient, ouverts, cherchants. Ce soir-là, Élisa était assise au comptoir du bar avec le fils de Nathan Laurent, qui était venu après ses cours, avec un cahier de croquis sous le bras. Les deux discutaient à voix basse. Élise expliquait que les réseaux étaient comme des branches d'arbres. Nathan dessinait un schéma qui ressemblait vaguement à une méduse. Claire se tenait près de la porte, son manteau à la main, observant le duo. Laurent s'approcha. « Tu n'es pas obligé de partir, » dit-il. Claire le regarda. « Si, je dois y aller, mais je pense que je veux revenir. » Laurent lui offrit un sourire petit et sincère. « Tu sais où nous trouver. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Laurent, » dit-elle. « Oui. » Elle hésita. 5 minutes, 3 cris. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Il acquiesça. C'est toujours comme ça. Juste assez de temps. Juste assez d'espace. Puis elle disparut. Et Laurent resta debout dans la lumière déclinante du bar. Un homme qui avait passé des années dans l'ombre de ses souvenirs, sentant enfin quelque chose se déplacer vers le soleil. Il avait plu tôt le matin, laissant les trottoirs sombres et scintillants. L'air retenait encore le poids de ce qui s'était passé. La poussière sentait le cèdre humide et le café ce matin-là. Un confort étrange et familier. Laurent se tenait derrière le comptoir, rempli de tasses creuses, plus par habitude que par nécessité. Le système avait tenu toute la nuit, ronronnant doucement sous les couches du manteau retravaillé d'Ève. L'urgence était passée, mais quelque chose en lui ne se calmait pas. Il jeta un coup d'œil à travers la pièce, où Élise était assise près de la fenêtre, les pieds repliés sous elle, un carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Elle n'était pas en train de coder, elle dessinait. Plus que toute autre chose, cela indiquait à Laurent que le crash avait laissé des traces. Elle dessinait des machines, pas des schémas techniques parfaits, mais des versions adoucies, comme si elle traduisait le cœur d'un système en quelque chose que même un enfant pourrait comprendre. Lucas savait ce que ça voulait dire. Il avait fait la même chose autrefois, dans une autre vie, quand le code était de la poésie et que résoudre un problème était aussi naturel que respirer. Élise leva les yeux et surprit son regard. Elle ne sourit pas, mais ne détourna pas non plus les yeux. Au bout d'un moment, elle dit « Il ne parle que quand c'est calme. » Laurent s'essuya les mains. Les machines. Éveil acquiesça en tournant une page de son cahier de croquis. Il n'aime pas le bruit. Le bruit, c'est une distraction. Les bruits, les gens qui font semblant. Laurent s'approcha et tira une chaise. « Tu penses que les gens font souvent semblant, Élise ?» Son crayon s'attarda sur la page plus que nécessaire. « Mais pas toi. Tu es silencieux exprès. » Laurent rit doucement. « Tu es observatrice. Tu es honnête, » répondit-elle, avant d'ajouter plus doucement. « C'est rare. » Plus tard, dans la journée, Clarabelle revint. Pas d'entrée solennelle cette fois-ci. Pas de talons, pas de porte-bloc. Juste une paire de bottes en cuir souple, un jean foncé
et un regard qui disait qu'elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était revenue, mais qu'elle devait le faire. Laurent fut le premier à la remarquer. Il ne dit rien, se contentant de faire un signe de tête vers le tabouret vide à côté de la table d'Élise. Claire s'y installa. Élise ne leva pas tout de suite les yeux de son carnet de croquis. Puis, sans lever la tête, elle demanda « Pourquoi es-tu revenue ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre où l'eau de pluie scintillait dans la gouttière. « Parce que je voulais savoir ce qui se passe quand le bruit s'arrête. » Élise cligna des yeux. Puis, lentement, elle tourna son cahier de croquis vers Claire. Il représentait une machine, grande, élancée, bourdonnant de lumière. Des fils sortaient de son cœur comme des vignes, mais aucun n'était branché à quoi que ce soit. Elle se tenait seule. « Je me sentais comme ça avant », dit Éveil, toujours allumé, toujours en train de scanner, mais sans connexion. Clarabelle fixa le dessin pendant un long moment, puis elle murmura « Moi aussi ». Cet après-midi-là, Clarabelle resta non pas pour diriger ou donner des ordres, mais pour aider. Elle balaya le sol, fit l'inventaire des fournitures et aida même Nathan à faire ses devoirs de maths lorsque Laurent partit faire une course. Laurent revint et trouva les trois d'entre eux assis à une table, au fond. Claire était assise en tailleur, avec une calculatrice. Élise les regardait avec un air incrédule, et Nathan riait d'une blague que les adultes ne comprenaient pas. Laurent resta un moment dans l'embrasure de la porte sans se montrer. La scène le frappa plus fort que prévu. Il y avait là une chaleur qui n'était ni feinte ni forcée. Elle était réelle. Il s'éclaircit la gorge et ils levèrent les yeux. Claire sourit légèrement, mais suffisamment. « Tu es rentré tôt », dit-elle. Laurent acquiesça, puis regarda Éveil. « Ça va ?» Élise haussa les épaules. « Je ne dessine plus de machine. » Laurent haussa un sourcil. Elle tourna la page. Là, au crayon et à l'encre, se trouvait une table. Trois personnages étaient assis autour. Un homme grand, au visage aimable, un garçon aux boucles sauvages et une femme aux yeux doux. Et au centre, une fille qui riait, la tête renversée en arrière. Laurent cligna des yeux. Claire déglutit péniblement. Élise dit simplement « C'est comme ça que j'entends les machines, maintenant. » Plus tard, après que Nathan soit rentré chez lui, avec un voisin, et qu'Élise soit en train de classer les vieux manuels informatiques par couleur, Claire trouva Laurent dans la ruelle derrière le bar. Il était appuyé contre le mur, les yeux tournés vers le ciel, regardant les nuages passer à l'horizon du coucher de soleil. « Tu disparais ?» Son sweat était couvert de poussière, de craie, provenant du trottoir du centre communautaire, où elle avait apparemment passé la matinée à dessiner un diagramme complexe intitulé « La confiance comme couche de sécurité ». Elle posa son carnet de croquis sur le comptoir. Nathan a dit qu'il m'apporterait son vieux Raspberry Pi demain. Je lui ai dit « On va construire un robot qui récite de mauvais poèmes chaque fois que quelqu'un ment. » Laurent haussa un sourcil. Ça a l'air à la fois génial et terrifiant. Claire a ri, vraiment ri, et Élise a souri, fière de cette réaction. Mais l'ambiance changea soudainement lorsqu'on frappa à la porte d'entrée. Laurent alla ouvrir et revint accompagné d'une grande femme vêtue d'un manteau beige et de grosses lunettes, accompagnée d'un homme en costume mal ajusté. Les services sociaux. Claire se raidit, avant même qu'il n'ait prononcé un mot. La femme se présenta gentiment, expliquant que quelqu'un en ville avait signalé avoir vu une jeune fille dormir au bar plusieurs nuits de suite. Aucune accusation, juste de l'inquiétude. Élise resta immobile comme une statue. Claire s'avança avant que Laurent n'ait le temps de le faire. « Elle n'est pas sans surveillance », dit-elle fermement. « Elle est sous ma protection. » Laurent cligna des yeux. Élise leva les yeux, surprise. «
La femme des services sociaux hésita. « Et vous êtes Claire Valence, PDG de la société Mère de Holo. » Elle croisa les bras. « Élise Quentin est sous notre tutelle et notre protection. C'est une stagiaire qui participe à un programme pilote à long terme approuvé. Elle a fait une pause ce matin. » Laurent a failli sourire. Ivy a tremblé des lèvres. La femme a froncé les sourcils, incertaine. « Avez-vous des documents à l'appui ?» Claire a ouvert sa tablette. En quelques secondes, elle avait rédigé une lettre d'intention, un contrat de mentorat et un programme de stage complet avec une date et une heure inventées. Laurent la regardait bosser, à la fois impressionné et déconcerté par la rapidité avec laquelle elle pouvait réécrire la réalité. Les agences sont partis peu après, toujours sceptiques, mais satisfaits pour le moment. Quand la porte s'est refermée derrière eux, Clarabelle s'est tournée vers Élise. « T'es en sécurité », a-t-elle dit. La voix d'Ève était faible. « T'avais pas besoin de mentir pour moi. »« Je n'ai pas menti », répondit Clarabelle doucement. « J'ai dit la vérité, juste un peu en avance. » Élise la fixa. Quelque chose se brisant sur son visage. Quelque chose de calme, de brut et d'enfantin. Puis elle se retourna et s'enfuit par la porte arrière. Laurent la retrouva 15 minutes plus tard, assise sur le quai de chargement derrière la cuisine, les genoux repliés contre sa poitrine. « Elle n'avait pas besoin de faire ça », dit Élise en fixant le trottoir. « Non », acquiesça Laurent en s'asseyant à côté d'elle. « Elle n'avait pas besoin. » Éveil déglutit. « Les gens ne me choisissent généralement pas. » Laurent resta silencieux pendant un moment. « Tu t'es toujours choisi toi-même, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça. Il se pencha en arrière, les bras posés sur ses genoux. « C'est courageux, mais épuisant. » Élise renifla. « J'ai l'impression que c'est la seule solution. » Laurent pencha la tête vers elle. Peut-être que ce n'est plus le cas maintenant. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le vent s'était levé à nouveau, faisant bruisser la clôture. Puis Élise plongea la main dans sa poche et en sortit une feuille de papier pliée. Elle m'a donné ça, une bourse d'études. Elle a dit que c'était facultatif. Laurent l'a pris et l'a parcouru rapidement. L'offre était réelle, prestigieuse, et lui permettrait de quitter Duvernay pendant 6 mois. Elle a dit que je pouvais refuser, murmura Élise. Mais si je reste, je vais tout gâcher. Laurent la regarda avec douceur. Tu n'es pas une ruine, Élise. Tu es juste puissante. Parfois, les gens ne savent pas comment gérer ça. Élise se mordit la lèvre. Et toi, tu sais? Il croisa son regard. J'apprends. Ce soir-là, Claire était assise dans le bureau à l'étage, fixant le dossier de bourse, toujours ouvert sur son bureau. Ses mains tremblaient légèrement, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Laurent frappa une fois, puis entra. Elle réfléchit encore, dit-il. Claire acquiesça. J'ai vu comment tu l'as défendue aujourd'hui, ajouta-t-il. Je ne pensais pas que tu en étais encore capable. Claire expira lentement. Moi non plus. Laurent s'appuya contre le cadre de la porte. Tu n'es plus la femme avec qui je travaillais. Elle lui jeta un coup d'œil. Est-ce que c'est une bonne chose? Il lui sourit, doux et assuré. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Elle baissa les yeux. Je ne sais pas ce que je fais, Laurent. Tu n'as pas à le savoir. Reste tranquille. Claire leva les yeux, les paupières humides. Je ne sais pas si j'ai jamais su comment faire. Laurent s'approcha d'elle. Alors découvrons-le ensemble. En bas, Élise ouvrit son carnet de croquis à une nouvelle page. Cette fois-ci, elle ne dessina pas de code ni de machine. Elle dessina une lumière de Porsche, allumée dans un ciel sombre, et en dessous, 3 silhouettes, imparfaites, inégales, mais proches. Et pourtant, à l'aube du vendredi, Duvernay ne semblait plus être un endroit oublié. Quelque chose avait changé. L'histoire avait fuité. Ça avait commencé par un murmure. Un blog local spécialisé dans les technologies
avait publié un article intitulé « La fille qui a sauvé le holo », décrivant de manière assez précise comment une enfant prodige avait discrètement empêché une cyberattaque majeure à midi. L'article avait été repris par 2 bulletins d'information spécialisés. Au coucher du soleil, un journaliste d'un média national appelait la ligne principale du holo. Claire a mis son téléphone en mode silencieux. Laurent a débranché le téléphone fixe. Élise fixait le plafond en silence. Elle ne souriait pas, loin de là. Cette histoire aurait dû être une victoire pour Élise, pour eux tous. Mais ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour d'une petite table près de la fenêtre de devant, l'atmosphère était plus pesante que festive. Clarabelle faisait défiler une liste de demandes d'interview sans réponse. Laurent tenait entre ses mains une tasse de thé qu'il n'avait pas touchée. Élise avait remonté la capuche de son sweatshirt, le visage dans l'ombre. « Ce n'est pas ce que je voulais », dit-elle finalement. Laurent leva les yeux. « On n'a pas demandé ça. » Élise secoua la tête. « Je n'ai pas fait ça pour ça. » Claire posa doucement son téléphone. « Je sais. » La voix d'Ève était faible. « Ils vont vouloir me voir, m'utiliser, me transformer en quelque chose. » Claire hésita. « Pas si on te protège. » Élise croisa son regard vif et fatigué. « Vous ne pouvez pas me protéger de l'attention. » Laurent se pencha en avant. « Peut-être pas, mais on peut te protéger pour que ça ne te définisse pas. » Ça sembla faire son effet. Élise s'enfonça dans son siège, se recroquevillant sur ses pensées, comme si elles étaient trop douloureuses pour être touchées. Le lendemain matin, la tension était encore plus grande. Une fondation technologique lui avait envoyé par email une offre officielle, comprenant une bourse complète, un mentorat national, un logement à San Francisco et des entretiens individuels avec des investisseurs en capital risque. Tout le tralala. Claire s'était assise seule dans son bureau, relisant le message. Le poids de ce message lui pesait lourdement sur la poitrine. Laurent entra discrètement avec 2 tasses de café. « Tu l'as vu ?» Elle acquiesça. « Oui. » Il lui tendit une tasse et s'assit en face d'elle. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Finalement, il dit « Tu n'es plus la même femme qui aurait transféré cet email il y a 2 ans sans sourciller. » Claire fixait l'écran. « Non, mais je ne sais pas ce que cette nouvelle version de moi est censée faire. » Laurent se pencha en arrière, la regardant. « Tu crois qu'elle est extraordinaire ? Bien sûr. Et tu crois qu'elle a besoin de plus que ce que cette ville peut lui offrir ?» Clarabelle ne répondit pas. Laurent continua doucement. « La question n'est pas de savoir si elle doit partir, c'est de savoir si on peut la laisser partir sans lui donner l'impression qu'elle abandonne quelque chose derrière elle. » La voix de Claire se brisa légèrement. « Je ne veux pas être une autre personne qui l'abandonne. »« Tu ne le serais pas, » dit Laurent. « Tu serais la personne qui croit suffisamment en elle pour la laisser choisir. » Élise ne parla pas tout de suite de l'offre. Elle se promena dans la ville avec Nathan cet après-midi-là, mangeant des granités à la cerise et dessinant des logos pour leur fausse entreprise de poésie Bot. Elle ne mentionna pas les actualités, ni les emails, ni la porte qui s'était soudainement ouverte sur un monde qui l'ignorait auparavant. Mais ce soir-là, alors que le ciel devenait argenté et que les lumières s'éteignaient, elle s'approcha de Clarabelle. « Je ne veux pas être un produit, » dit-elle simplement. Clarabelle leva les yeux de son ordinateur portable. « Tu n'en es pas un. Ils essaieront de faire de moi un produit. » « Oui, » admit Clarabelle, « mais ils n'y arriveront pas, parce que tu sais mieux qu'eux. Et maintenant, tu as une voix. » Élise la regarda attentivement. « Vraiment ?» Clarabelle s'approcha d'elle. « Tu as dit aux machines quoi faire. Tu peux aussi le dire aux gens. » Élise déglutit. « Et si je veux rester ?» Le visage de Clarabelle s'adoucit. « Alors on fera en sorte que ça arrive. Peu importe ce que tu choisis, reste. Construis quelque chose ici. Je te soutiendrai. »
Élise cligna des yeux. « Même si c'est compliqué, sourit Clarabelle. Surtout si c'est compliqué. » Plus tard, Laurent trouva Élise assise sur les marches, arrière, son ordinateur portable à côté d'elle et les étoiles au-dessus de sa tête. « Tu l'as lu ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oui. » Il attendit. Elle ne dit rien de plus. Laurent s'assit à côté d'elle. « Quand j'avais ton âge, je piratais déjà des réseaux dont je ne devais même pas connaître l'existence. Je pensais que j'étais le plus intelligent de tous. Peut-être que je l'étais, mais ça ne voulait pas dire que je savais ce dont j'avais besoin. » Élise le regarda en silence. « Tu sais quoi? J'aurais aimé que quelqu'un me le dise à l'époque, » demanda-t-il. « Et si cette intelligence n'avait pas besoin d'être prouvée pour être réelle, elle a juste besoin d'être protégée, assez longtemps, pour devenir de la sagesse. » Élise baissa les yeux vers ses pieds. « C'est ce que tu fais. Tu me protèges. » Laurent acquiesça du mieux qu'il put. La voix d'Élise se brisa légèrement. « Je ne sais pas comment faire quoi que ce soit sans armure. Tu apprendras, dit-il. Pas parce que tu le dois, mais parce que tu le voudras. » Ce soir-là, avant de fermer, Claire passait devant la cabine d'Ivy et s'arrêta. Une note avait été laissée sur le comptoir, soigneusement pliée en 3. Elle l'ouvrit. C'était une liste écrite d'une main soignée. Les choses qui me font peur. 1. Devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. 2. Oublier comment écouter. 3. Aimer des gens qui ne restent pas. Au bas de la page, une dernière ligne. Mais ça vaut peut-être la peine d'essayer. Écu. Claire resta là un long moment, le papier tremblant dans sa main. Puis elle sortit dans l'air frais de la nuit, où Laurent se tenait à côté de la vieille balustrade du porche, regardant vers les collines. Elle pense à partir, dit-elle. Laurent acquiesça. « Je ne veux pas qu'elle parte, » admit-elle. « Je sais, j'ai l'impression de l'avoir trouvée. » Laurent se tourna vers elle. « Certaines choses valent la peine d'être trouvées, même si on ne peut pas les garder. » La voix de Claire se réduisit à un murmure. « J'en ai marre de perdre. » Laurent s'approcha, puis s'arrêta en voyant sa perte. Elle le regarda, les yeux interrogateurs. Il soutint son regard sans ciller. Que ce soit un nouveau départ. La première vraie soirée chaude de la saison arriva doucement, comme pour ne pas réveiller personne. L'odeur du bois réchauffé par le soleil flottait dans les poutres de la cabane. Et pour la première fois, depuis des semaines, la ville semblait pouvoir respirer à nouveau. Les lumières à l'intérieur du bar étaient faibles, les conversations douces, le rythme de la vie calme, voire paisible. Laurent se tenait au bord de la terrasse extérieure, un verre de thé glacé à la main, le regard fixé sur l'horizon orange et bleu qui enveloppait d'Hostel comme une vieille veste en jean. Il aimait ce moment de la journée, pas tout à fait fini, pas tout à fait commencé. Derrière lui, la porte coulissante s'ouvrit dans un léger sifflement. Claire sortit. Elle ne portait pas son blazer, pas ce soir, juste un jean et un pull léger. Ses cheveux étaient plus lâches, tombant doucement sur ses épaules, captant la lumière comme s'il se souvenait comment la refléter. Laurent regarda par-dessus son épaule. « Je ne m'attendais pas à ce que tu restes aussi tard. » Elle sourit, timidement, mais sincèrement. « Je ne m'attendais pas à en avoir envie. » Ils restèrent là un moment dans le silence, écoutant le lent souffle du vent. De l'intérieur, un rire étouffé s'éleva du nouveau projet d'Élise et Nathan, un robot poète aux rimes terribles et au sens du timing délicieusement chaotique. Laurent prit une gorgée, puis parla. « Elle va partir. » Clarabelle acquiesça. « Je pense que oui. Et ça te va toujours ?» Clarabelle le regarda. « Non, mais j'apprends à l'accepter. » Laurent l'observa attentivement, le ton de sa voix s'adoucissant. « Tu n'es pas la femme que j'ai connue à Washington. Je ne suis même pas la femme que j'étais il y a un mois, » dit-elle. Ils sourirent tous les deux. Puis, lentement, Claire se dirigea vers la balustrade et s'appuya contre elle
à côté de lui. « Je me suis trompée à ton sujet, dit-elle. Après un moment, Laurent haussa un sourcil. « Tu devrais être plus précise. » Clarabelle sourit, puis sa voix devint sérieuse. « Je pensais que tu t'étais enfui parce que tu étais fatigué, faible. Je pensais que le feu s'était éteint. C'était le cas, dit Laurent après un moment. Qu'est-ce qui l'a ravivé ?» Laurent regarda au loin, puis répondit simplement. « Une file qui entend les machines, une femme qui a cessé de combler chaque silence, et une ville qui n'attendait rien de moi, sauf ma présence. » Claire laissa les mots s'installer entre eux, puis elle se tourna légèrement vers lui. « Quand tu es parti cette nuit-là, il y a des années, j'ai voulu te courir après, mais je ne l'ai pas fait. » Laurent serra la mâchoire. « Je me suis dit que tu ne valais pas la peine qu'on te poursuive, » continua-t-elle. « Mais en vérité, j'avais peur de devoir ressentir quelque chose de réel, de devoir cesser de me cacher derrière mon agenda et mes prévisions, » dit-il, en se tournant vers elle. « Tu n'étais pas prête, non, admit-elle, mais maintenant, je le suis. » Les yeux de Laurent adoucirent quelque chose de vieux en lui, laissant place à quelque chose de nouveau. « Je n'ai jamais cessé de tenir à toi, » dit-il. Claire s'approcha. « Alors pourquoi es-tu parti ?» Il expira lentement, un souffle retenu pendant trop d'années, parce que je n'avais pas pu la sauver, ma femme, et que je ne savais pas comment vivre avec cet échec, tout en continuant à aimer quelqu'un d'autre. Les yeux de Claire brillèrent. « Tu t'es puni. Je pensais que c'était une pénitence, » murmura-t-il. « Mais peut-être que c'était juste de la peur. » Elle tendit les doigts et effleura les siens. Ce fut un contact infime, et pourtant, il fit trembler le silence entre eux, comme un coup de tonnerre. Laurent baissa les yeux vers leurs mains. Que va-t-il se passer maintenant? La voix de Claire était douce, mais assurée. Maintenant, on recommence, lentement, honnêtement, sans prétendre qu'on n'a pas peur. Laurent acquiesça. Plus jamais de disparition, sourit-elle, plus jamais d'armure. Et puis, après des années à tourner en rond, ce qui était trop tendre pour toucher leurs lèvres se rencontra, pas avec urgence, pas avec désespoir, mais avec le respect de deux personnes qui avaient traversé le feu et le gel, et qui avaient trouvé contre toute attente quelque chose de doux en elles. À l'intérieur du bar, Élise était assise au comptoir, balançant ses jambes, regardant par la fenêtre. Elle n'interrompit pas, elle ne taquina pas, elle sourit juste un peu bêtement, un peu triste et très, très fière, parce que même une fille qui entend les machines séquant quelque chose de fragile a enfin trouvé sa place. Plus tard dans la nuit, Laurent raccompagna Claire chez elle, à travers la ville tranquille. Les rues étaient vides, les étoiles au-dessus de leurs têtes étaient nettes et vives, dans l'obscurité de la campagne. Lorsqu'ils arrivèrent à l'escalier qui menait à sa chambre, au-dessus du bar, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Je ne suis pas douée pour ça, » admit-elle, « pour les choses douces, pour rester. » Laurent lui prit la main. « Tu n'as pas besoin d'être douée pour ça, tu dois juste être là. » Claire baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis les releva. « Alors je serai là. » Il se pencha vers elle et posa doucement son front contre le sien. « Et moi, je serai là. » Ils restèrent ainsi un long moment. Aucune promesse d'éternité, aucune illusion sur Élise. Juste deux personnes qui s'accordaient silencieusement à cesser de fuir le bonheur. Dans sa chambre, Claire sortit un dossier. La lettre d'acceptation de la bourse Davy était posée dessus. Elle y colla un post-it jaune. « Seulement si tu le veux, je ne cesserai jamais de te soutenir. Tu vois. » Puis elle posa le dossier sur la banquette habituelle de la jeune fille, où elle savait qu'Élise le trouverait le lendemain matin. Elle éteignit la lumière, sachant que le véritable amour n'était pas le contrôle, ni la protection, ni même la compréhension. C'était la croyance, une croyance silencieuse et inébranlable que quelqu'un finirait par trouver son chemin.
La lumière du matin se répandit dans la pièce comme du miel doré, lent et délibéré. Élise était assise seule à la table du coin, son carnet de croquis ouvert, mais intact. Le dossier de bourse était posé dessus. Une croyance silencieuse et inébranlable que quelqu'un trouverait son chemin. La lumière du matin se répandait dans la pièce comme du miel doré, lentement et délibérément. Élise était assise seule dans le coin, son carnet de croquis ouvert, mais intact. Le dossier de bourse qui était posé à côté, avec le post-it jaune de Claraby sur le dessus, légèrement gondolé sur les bords. Elle l'avait lu 5 fois, peut-être plus. Seulement si tu le veux, je ne cesserai jamais de te soutenir. Tu vois, pas de pression, pas de manipulation, pas de culpabilité, juste la conviction, plus que n'importe quelle récompense, médaille ou titre. C'était la chose qu'elle ne savait pas comment garder. Laurent s'approcha doucement et posa une tasse de chocolat chaud, fumant à côté d'elle. Avec des guimauves en plus, dit-il en s'asseyant. Ne me demande pas combien il y en a. Élise sourit faiblement. Merci. Ils restèrent assis dans un silence complice, celui qui s'installe quand les mots ne serviraient qu'à encombrer l'atmosphère. Au bout de quelques instants, Élise demanda « Tu as eu peur quand tu es devenu papa ?» Laurent cligna des yeux. « Absolument. Je veux dire, tu as déjà pensé que tu allais tout gâcher. » Laurent rit doucement. « Tous les jours encore. » Élise le regarda. « Mais tu as continué d'essayer parce qu'il le méritait, » dit Laurent. « Et finalement, j'ai compris. Moi aussi. » Élise fixa son chocolat chaud. « Et si je me plante ?» Laurent se pencha en avant. « Alors tu apprendras. C'est comme ça que fonctionne le génie. » Il trébuche avant de voler. À midi, le bar était fermé pour un événement communautaire privé. Même si personne ne semblait savoir de quoi il s'agissait, Claire faisait les 100 pas dans l'arrière-boutique, se rongeant les ongles. Une habitude qu'elle pensait avoir perdue depuis longtemps. Laurent est arrivé avec une petite boîte en carton. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. Il a ouvert le couvercle. À l'intérieur, il y avait un ensemble de cahiers personnalisés, chacun avec une couverture représentant un circuit électrique et le nom d'Ève gravé sur le dos. « Le kit de démarrage d'Ève », a dit Laurent en souriant. On s'est dit que si elle allait révolutionner le monde, autant lui donner une longueur d'avance. Claire cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Tu vas me faire pleurer dans un placard à fourniture. J'ai un talent pour ça. » Elle rit et s'approcha. « Tu es aussi quelque chose que Luc peut lire. » Il croisa son regard. « Tu fais ressortir ça en moi. » Leur baiser fut cette fois plus calme, moins lié à la tempête, plus à l'abri. À 16h40, Claire appela tout le monde au rez-de-chaussée. Élise se tenait devant un tableau blanc sur lequel était écrit « La grande décision d'Élise », alias « Ne panique pas », Clarabelle, Laurent, Nathan, quelques habitués et même un facteur surpris prirent place autour de la pièce. Élise brandit un petit appareil fabriqué à la main, une boîte lumineuse avec 2 boutons, « Rester » et « Partir ». « J'ai écrit un algorithme », dit-elle, mi-sérieuse, mi-terrifiée, qui suit le rythme cardiaque, le niveau de transpiration et les schémas vocaux de toutes les personnes en qui j'ai confiance. Quand je pose la question « Dois-je rester ou partir ?», la salle rit doucement, mais la tension sous-jacente est réelle. Elle sourit, mais je n'ai pas besoin de l'utiliser. Élise s'est approchée de Claire, lui a rendu le dossier de bourse et lui a chuchoté « Plus tard, pas maintenant ». Les yeux de Claire se sont remplis de larmes, mais elle a acquiescé. Pas un mot, juste une étreinte fière et silencieuse. Élise s'est tournée vers les autres. « Je veux d'abord construire quelque chose ici, quelque chose qui nous appartienne. » Laurent a souri. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Élise désigna le coin de la pièce, l'ancienne salle de jeu,
Je veux la transformer en laboratoire technologique pour les enfants du coin, les anciens combattants, tous ceux qui veulent apprendre à parler le langage des machines. Claire s'avança. Tu as le financement de départ, ajouta Laurent, et un permis de construire. Nathan leva la main. Je peux apporter des snacks. Élise rayonnait. Parfait. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait derrière les collines, la ville se rassembla sous des guirlandes de lumière chaude pour célébrer non seulement le choix d'Élise, mais aussi celle qu'elle était devenue. Une fille, autrefois invisible, autrefois considérée comme la fille du concierge, se tenait désormais au centre d'une pièce remplie de gens qui la voyaient vraiment, pas comme un symbole, pas comme une prodige, mais comme Élise Quentin, au cœur sauvage, à l'esprit vif et absolument sans complexe. Alors que la foule se dispersait et que les étoiles commençaient à scintiller, Laurent trouva Claire appuyée contre la balustrade du proche. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je regarde, c'est tout. Elle a choisi sa propre voie, dit-il. »« Oui, » répondit Clarabelle, mais elle ne l'a pas parcourue seule. Laurent la regarda. « Toi non plus. » Claire se retourna et croisa son regard. Puis elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Elle la posa dans ses mains. « Les documents pour créer l'association à but non lucratif. Tu es cofondateur. » Laurent ouvrit le rabat et lut le nom. « Whispers in the Code. » Je lui ai envoyé pour Hidden Genius. Sa voix se brisa. Tu lui as donné son nom. Clarabelle acquiesça. Et pour les gens comme elle, les gens comme toi, les gens qui ont juste besoin d'un endroit où être entendus. Laurent glissa l'enveloppe dans sa poche. Tu penses vraiment que cette petite ville est prête pour une révolution technologique? Claire se pencha vers lui. Je pense que cette petite ville est la révolution. De retour à l'intérieur, Élise était assise seule à sa table, son carnet de croquis rempli d'un nouveau dessin. Pas du code, pas des circuits, mais le plan d'un bâtiment, un endroit qui ressemblait au Holo, mais avec des panneaux solaires, des terminaux d'apprentissage adaptatif et même une station pour chiens de thérapie. Elle intitula la page « Pas un labo, un foyer », puis elle ajouta, en petits caractères cursifs, en haut de la page, pour ceux qui n'avaient jamais été choisis, mais qui avaient tout changé malgré tout. 6 mois plus tard, Duvernay avait changé. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais indéniablement. Là où se trouvait autrefois la vieille salle d'arcade, sombre et inutilisée, un nouvel espace prenait vie chaque matin. Le Whisper Center, un laboratoire technologique communautaire, peint dans des tons chauds du désert, avec des panneaux faits à la main, des canapés dépareillés et une connexion Wi-Fi qui fonctionnait vraiment. Les enfants venaient après l'école, les vétérans venaient le samedi. Une grand-mère du quartier venait tous les mercredis pour apprendre à utiliser le courrier électronique. Et ses progrès étaient suivis avec affection sur un tableau d'affichage intitulé « Code et courage ». Et au centre de tout cela, pieds nus sur une chaise pivotante, se trouvait Élise. Elle n'est pas partie à San Francisco, pas encore. Au lieu de ça, elle a construit un monde où quelqu'un comme elle ne se sentirait pas invisible. Un espace où le génie n'avait pas besoin de se parer de prestige pour être vu. Laurent donnait des cours de codage de base 2 fois par semaine et passait le reste de son temps à construire un pare-feu open source inspiré de l'ancienne boîte de ferraille d'Élise, désormais affectueusement baptisée Sentinelle. Il était en cours de test dans 4 villes voisines. Claire, désormais présidente de la Whispers Foundation, équilibrait ses feuilles de calcul avec les livraisons matinales de beignets et les regards en coin à tous ceux qui l'appelaient « Madame ». Ils ne faisaient plus que survivre. Ils construisaient ensemble. Un après-midi tranquille,
Élise se tenait seule, au milieu du lab, les mains dans les poches, les yeux balayant les vases qu'elle avait autrefois dessinés, au dos d'une serviette en papier. Laurent entra, essuyant la sciure de bois sur ses mains. « Ça va ?» Élise acquiesça, se contentant d'observer. Laurent pencha la tête. « Tu as grandi. » Elle roula à peine des yeux. On dirait que Maury a dit « C'est comme si tes ombres avaient grandi aussi. » Éveil se tourna vers lui, une note d'incertitude dans la voix. « Et si je n'avais pas fini de changer ?» Laurent sourit. « Tant mieux, c'est le but. » Éveil hésita. Ils avaient reçu une autre offre, à New York cette fois. Laurent resta impassible. J'y réfléchis. Il hocha la tête, puis pense. Ne te précipite pas. Et si tu pars, tu sais où est ta maison. Le regard d'Ève s'adoucit. Oui, je sais. Pendant ce temps, Claire se tenait sur le porche arrière de la maison, une tasse de café à la main, regardant le ciel passer du bleu pâle au corail tendre. Elle entendit des pas et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était lui. Laurent enroula ses bras autour de sa taille par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu sais, » murmura-t-il, « je n'aurais jamais pensé tomber amoureux sur un porche qui sent les frites brûlées et le vieux bourbon. » Elle rit. Et pourtant, nous y voilà. Ils regardèrent l'horizon pendant un long moment. Puis, Clarabelle murmura « Je n'aurais jamais pensé être à nouveau heureuse. » Laurent embrassa sa tempe. « Tu n'as pas simplement trouvé le bonheur, Clarabelle. Tu l'as construit. » Plus tard, dans la nuit, ils organisèrent en leur première nuit des étincelles, une célébration de toutes les âmes qui avaient osé croire en quelque chose de plus grand. Élise dévoila une fresque peinte par des adolescents du quartier, un collage d'engrenages, de poésie, d'empreintes digitales et d'étoiles. Au centre, une fille aux cheveux de fil de cuivre tenait une lanterne faite de codes, dont la lumière se répandait sur le mur en lignes douces et scintillantes, sous une citation. « Certains d'entre nous n'attendent pas d'être choisis. Nous nous choisissons nous-mêmes, puis nous faisons de la place aux autres. » Tout le monde applaudit. Élise sourit. Claire pleurait. Laurent essayait de retenir ses larmes après le départ des invités et le rangement des dernières lanternes en papier. Élise, Laurent et Clarabelle étaient assis ensemble sous le ciel sombre. « Tu crois qu'on sera toujours ici ?» demanda Éveil. Clarabelle secoua la tête. « Non, mais une partie de nous le sera », ajouta Laurent. Evie les regarda tous les deux. « Avant, je pensais que le but était d'être vu, mais peut-être que c'est mieux d'être compris. » Claire lui prit la main. « Tu n'es pas une histoire que les gens lisent une fois, avant de l'oublier. Tu es une histoire qu'ils reviennent lire et encore. Mais peut-être que le mieux, c'est d'être compris. » Claire tendit la main et prit la sienne. « Tu n'es pas une histoire que les gens lisent une fois et oublient. Tu es une histoire à laquelle ils reviennent sans cesse. » Evie ne dit rien. Elle se contenta de poser sa tête sur l'épaule de Claire, ferma les yeux et respira. Pour la première fois de sa vie, elle ne fuyait pas, elle ne se cachait pas, elle n'essayait pas de prouver quoi que ce soit. Elle était simplement chez elle. Épilogue. 3 ans plus tard, une petite plaque est accrochée à l'entrée du Whisper Center, fondé par une fille qui mendiait autrefois pour avoir des restes, qui a quitté la rue et qui a fondé un refuge pour les sans-abri. Elle n'essayait pas de prouver quoi que ce soit. Elle était simplement chez elle. Épilogue. 3 ans plus tard, une petite plaque est accrochée à l'entrée du Whisper Center, fondé par une fille qui mendiait autrefois des restes, qui est partie, revenue, puis repartie. Pas parce qu'elle n'aimait pas cet endroit, mais parce que cet endroit lui avait appris à aimer le monde. Le nom de cette fille figure désormais dans les manuels scolaires. Ses programmes fonctionnent sur les ordinateurs portables des écoles à travers le pays, et son code vit toujours dans le Sentinelle, qui ronronne doucement dans tous les coins poussiéreux
et déterminé de villes comme Duvernay. Mais si tu entres dans le creux du jour, un vendredi soir, tu trouveras toujours une cabine vide avec son nom gravé en dessous à la hâte, car certaines formes de génie ne disparaissent pas. Ils résonnent doucement comme un murmure dans le code. Cette histoire est peut-être terminée, mais l'écho du génie discret d'Ève, la gentillesse constante de Laurent et le courage de Clarible restera avec nous longtemps après que l'écran sera devenu noir. Parfois, il suffit d'une personne qui se lève, d'une âme qui croit et d'un moment de connexion inattendue pour remettre le monde en ordre. Si leur voyage a trouvé une place dans ton cœur, on aimerait avoir ton avis. Où l'as-tu vu et quelle partie de cette histoire t'a le plus touché? Partage tes impressions dans les commentaires. Et si tu crois aux héros silencieux, abonne-toi. Trouvons ensemble l'espoir dans nos nouvelles histoires.